Bien, bonjour Patrick Veil. Bonjour. On est sur la chaîne de Télé Chez Moi et de Mouais le Mensuel pour une interview aujourd'hui autour d'un livre de Patrick Veil qui s'appelle Le président est-il devenu fou? Alors, pour te présenter succinctement, tu es historien, politologue, directeur de recherche au CNRS, enseignant à l'Université américaine de Yale. Tu es également fondateur de Bibliothèques sans frontières, une association qui vise à diffuser la lecture partout dans le monde à des populations vulnérables. Tu as été directeur de cabinet ministériel au début des années 80, membre de la commission Stasi à l'origine de la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux ostensibles à l'école, auteur de nombreux ouvrages, notamment sur la laïcité, dont tu es l'un des spécialistes français, mais également sur l'immigration. Mais donc, ton dernier livre s'interroge sur une autre question liée au pouvoir, intitulé Le président est-il devenu fou, avec en sous-titre Le diplomate, le chef de l'État et le psychanalyste. Donc, le chef de l'État, c'est Woodrow Wilson, président américain de 1913 à 1921. Le diplomate, c'est William Bullitt, conseiller de Wilson, puis ambassadeur sous Roosevelt, et le psychanalyste Sigmund Freud. Alors, tu as réussi à retrouver dans les archives de l'université de Yale un manuscrit original, coécrit avec donc William Bullitt, daté de 1932, mais qui ne sortira qu'en 1966. Est-ce que pour commencer, déjà, tu peux nous parler de cette découverte ? Oui, alors j'enseigne à l'université de droit de Yale depuis 2008. Donc l'été 2014, j'étais dans les rues de New York avant de rejoindre New Haven, et dans une librairie d'occasion, je trouve ce fameux livre dont tu viens de parler, qui est publié en 66 aux États-Unis, en 67 en France. Et j'achète l'édition américaine que j'avais pas. J'avais lu l'édition française de poche en 10-18 quand j'étais étudiant. J'avais trouvé ça intéressant. C'était une tentative faite par le fondateur de la psychanalyse et ce Bullitt, que je ne sais même pas ce qui c'était, qui avait essayé d'étudier la personnalité d'un président et l'impact que ça pouvait avoir sur les affaires de son pays ou du monde. Et je rentre à New York chez moi, et là j'ouvre le livre. Ah, il y avait le colonel House, j'avais oublié son nom, qui était le conseiller diplomatique de Wilson, et il se trouve que je travaillais dans ses archives à Yale parce qu'il avait une correspondance avec Clémenceau, et j'étais en train de publier, parmi les livres que j'ai publiés, c'est les articles de journalistes que Clémenceau a publiés quand il était aux États-Unis, entre 25 et 30 ans, ça s'appelle Lettres d'Amérique. Et j'étais en train de faire la préface sur ces deux séjours américains, le premier qui dure 4 ans quand il est journaliste, et puis le deuxième qu'il va faire en 1922, après, je dirais, l'échec du traité de Versailles, parce que, bon, voilà, donc l'échec du traité de Versailles, pour des raisons que je vais développer dans quelques minutes, il fait un voyage triomphal aux États-Unis en 22. Donc je faisais, et je dis, tiens, peut-être que il y a aussi une correspondance entre ce fameux Bullitt, que je connaissais pas, et House. Et là, je trouve que toutes les archives de Bullitt sont à Yale. Et tout de suite, je vois qu'il y a plusieurs boîtes consacrées au travail avec Freud. Alors évidemment, je commande tout ça, et le lendemain, je les ai dans la salle des archives de Yale. Et j'ouvre, et voilà, je commence, je trouve des textes écrits à manuscrits de Freud. Je trouve ça quand même assez passionnant. Mais surtout, quelques semaines plus tard, dans des archives complémentaires, données par la famille de Bullitt à Yale, je trouve le manuscrit original. Et comment je sais que c'est le manuscrit original, c'est qu'il a été signé par les deux co-auteurs à la fin de chaque chapitre. C'est assez rare. Et puis surtout, j'ai tout photographié, et puis j'ai commencé à comparer le manuscrit signé et celui qui a été publié. Et là, je m'aperçois des coupes partout, des corrections, etc. Donc, là, il y a vraiment une énigme incroyable. Et c'est en t'intéressant à toutes ces corrections que tu as tiré le fil... je me suis dit, je me lance dans une enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont travaillé? Et ça m'a pris 8 ans, au total, pour résoudre l'énigme de comment ils avaient travaillé ensemble, pourquoi ils n'ont pas publié en 32, et pourquoi, quand Bullitt publie en 66, il a coupé tout ce qu'il a coupé. Juste pour préciser, parce que je ne sais pas si on l'a dit, mais ce livre-là, c'est un portrait psychologique du président Wilson, qui essaie de comprendre, on va en parler, sa personnalité, mais aussi un volte-face, donc, au moment du traité de Versailles. Il donne l'ordre de voter contre le traité. Il est quand même venu, le président Wilson est venu habiter Paris pendant 6 mois. Il débarque
le 13 décembre 1918, après la signature de l'armistice, un mois plus tard, le 13 décembre 1918, il débarque à Paris, enfin à Brest, puis il arrive à Paris le 14, et il repart de Paris le 28 juin 1919. Il a entre-temps fait un voyage au février aux États-Unis, donc au total il reste 6 mois. Il dirige les États-Unis depuis Paris. Il veut... Ça serait impensable aujourd'hui. Hein. Inimaginable. Et le traité est organisé autour des 14 conditions, les 14 points qu'il a à base d'un discours sur les conditions de la paix qu'il prononce le 8 janvier 1918. Et pourtant, il donne l'ordre de voter contre le traité à ces sénateurs démocrates qui le font capoter. Et donc c'est pour ça... D'où cette question, le président est-il devenu fou? Parce que les Américains de l'époque, ceux qui côtoient, qui sont à Washington, les journalistes, les conseillers, pensent qu'il est totalement déséquilibré. D'avoir détruit. Alors d'avoir détruit, pourquoi? Parce que du coup, je me lance dans une enquête. Sous le traité de Versailles, je savais ce que j'avais appris à l'école. Bon, peut-être que j'avais eu des effets de ce que Keynes racontait sur les méchants Clémenceau qui a voulu punir les Allemands avec des réparations. Dans les conséquences économiques de la paix. Bon, et là je découvre que tout ce que je savais ne valait rien. D'abord que, de même, les gens savent ce qu'était la SDN, ce qu'était les Nations, qui a précédé l'ONU. Mais ils savent pas qu'il y avait une OTAN avant la lettre. C'est-à-dire un traité militaire d'assistance à la France, d'assistance par les États-Unis et par l'Angleterre, assigné à 3, qui garantissait à la France l'intervention militaire américaine et anglaise en cas d'agression allemande. Pour Clémenceau, c'était ce qui avait de plus important avec l'Alsace-Lorraine. Et on oublie même que du coup, vu qu'il n'y a pas la ratification, les États-Unis ne sont pas dans cette SDN. Et du coup, la France perd sa protection militaire. Et Clémenceau perd la présidence de la République. Et du coup, Poincaré devient le chef. Et Poincaré, il va utiliser le fait que l'Amérique n'est pas dans les commissions de la SDN, notamment pour les réparations, en contrepartie du fait qu'on n'ait pas la sécurité militaire, je dirais se venger en quelque sorte sur les réparations. Mais cette histoire n'est pas racontée comme ça, quand on apprend à l'école. Bon, autre chose, c'est pas Clémenceau qui a demandé les très fortes réparations, c'est les Anglais. Puisque les Anglais, ils voulaient pouvoir, distribuer de l'argent aux Dominions, ce qu'on appelait, c'est-à-dire c'était l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et le Canada, qui avaient envoyé des troupes en France. Et ils voulaient pouvoir distribuer. Donc il fallait des très fortes réparations. Tu réhabilites un peu, du coup, dans le diktat, comme on l'a appelé, de Versailles, le rôle de la France qui est moindre dans ce diktat-là. Mais d'ailleurs, c'est même pas un diktat, parce que ce qu'ils avaient prévu, il faut bien voir que les opinions publiques étaient déchaînées contre la violence des militaristes allemandes, prussiennes, qui avaient détruit des bateaux de civils, alors qu'ils avaient commencé la négociation pour l'armistice entre l'Irlande et l'Angleterre. Un bateau de centaines de civils est coulé. Les villages de Belgique sont inondés. Les mines, les villages de Lorraine, quand ils partent, ils inondent, ils détruisent tout. Donc, aucun gouvernement n'aurait tenu en Angleterre s'il avait dit on va pas trop imposer à l'Allemagne de réparation. Le gouvernement sautait dans une mais il savait que une fois que les opinions publiques seraient calmées, il fallait équilibrer. Et donc ils avaient prévu une commission qui allait étudier et pas fixer un chiffre exprès. Et donc tout ça a été fait pour atterrir plus doucement. Mais Wilson a fait tout capoter. Et justement, dans ce retournement de Wilson, il y a plusieurs choses. Alors, il y a son secrétaire d'État, Robert Lansing, proche de Wilson, qui, par l'entremise de Bullitt, s'avérera opposé au traité. Donc Bullitt témoigne, il me semble que c'est devant le Sénat, Sénat à majorité républicaine d'ailleurs. Il y a également un accident vasculaire aussi de Wilson, peu de temps avant la ratification du traité. Donc il y a beaucoup de choses qui mènent à ce retournement qui paraît insensé, mais finalement il y a des rapports de force aussi en jeu. Alors,
comme toujours, je dirais, il peut y avoir des différences d'interprétation sur les raisons d'un acte. Bullitt, qui coécrit avec Freud, est un personnage très intéressant, un jeune diplomate très brillant, très à gauche à l'époque, qui est chargé d'aller négocier. Qui a des sympathies socialistes fortes. Socialiste, qui même n'est pas antipathique à la révolution bolchevique, qui va négocier secrètement avec Lénine pendant 3 jours à Moscou, c'est quand même pas rien, à l'âge de 26 ans, pour essayer d'avoir la paix, une sorte de paix ou d'armistice dans la guerre. Et il arrive à avoir des accords d'ailleurs. Il arrive à avoir l'accord de Lénine, c'est quand même pas négligeable, comme il a beaucoup de talent diplomatique. Et quand il revient avec son proposition Wilson ne le reçoit même pas, et du coup quand il voit le premier draft du traité, il démissionne. Et il démissionne publiquement. Et donc cette démission publique est connue, aussi bien aux États-Unis chez les républicains, que en Autriche, en Allemagne, où elle fait la une des journaux en disant, voilà, un diplomate américain démissionne contre le caractère injuste du traité. Donc, il est auditionné par les sénateurs républicains, et là, il révèle sa mission à Moscou, mais il révèle aussi que le secrétaire d'État, comme tu l'as dit, lui a dit, si j'étais sénateur, je voterais pas. Bon. Et ensuite, il s'en va, mais je dirais que, et puis, quelques jours plus tard, Wilson fait une embolie cérébrale qui va le paralyser du côté gauche. Bullitt a accès au journal que tient tous les jours ce fameux House, de tout ce qui lui arrive dans la journée avec Wilson. Et il découvre dans le journal que quand il est à la Maison Blanche, jusqu'à quasiment la fin de son 2e mandat, Wilson fait des cauchemars. Et alors il découvre que les facteurs qui ont déclenché ces cauchemars, les problèmes qu'il a eu à Princeton, se sont reproduits exactement quand il négociait le traité de Versailles. Et ça, c'est tout à fait de l'ordre pour un psychanalyste, quand il y a une répétition de choses, quand Wilson dit lui-même à House, j'ai l'impression, j'ai peur que ce qui m'est arrivé à Princeton va se reproduire là. Ça, c'est totalement le névrosé. C'est-à-dire la personne qui a l'impression qu'elle n'a pas la maîtrise de ce qui lui arrive dans la tête. Et que des choses qu'elle n'a pas envie qu'elle arrive vont quand même arriver. Qu'il va faire des choses qui vont lui nuire, qui vont le détruire, mais il ne peut pas s'en empêcher. Bon. Donc ça, c'est totalement du matériel pour un psychanalyste. Alors, qu'est-ce qui se passait ? Il avait d'abord toujours un ami très cher. Son biographe a dit, il avait besoin d'une femme à la maison et d'un ami vraiment avec qui il partageait tout, et avec ça, il était dur comme fer à l'égard de tout ce qui pouvait arriver comme événement extérieur. Mais il arrivait qu'avec successivement avec ses amis très chers, il rompait, et que cette rupture se causait un traumatisme énorme. Ça, c'est la première chose qui lui arrive. La deuxième chose qui lui arrive, c'est que, de même qu'il a un ami très cher, il se crée un ennemi. Cabot Lodge. Alors, Cabot Lodge, c'était au Sénat, mais à Princeton, il y en avait un qui était l'équivalent de Cabot Lodge. Plus âgé que lui, qui représentait un peu le père. Voilà, le père... Ouais, on va en parler, une relation difficile avec le père. Donc, en fait, il reproduit des relations destructives. Et ça, c'est avant. Oui, ça, c'est à Princeton, déjà. Oui, mais même dans le processus du traité, c'est avant qu'il ait l'attaque cérébrale. Donc en réalité, l'attaque cérébrale a peut-être aggravé des symptômes psychologiques qui étaient déjà là. C'est ce que d'ailleurs disent très intelligemment des journalistes, des conseillers qui le connaissent et l'observent. Il n'y a pas eu il avait sa tête, il avait son cerveau. D'ailleurs, il a reçu la visite de 2 sénateurs qui ont voulu tester s'il avait encore son cerveau. Ils sont revenus tout à fait rassurés. Alors, il avait moins de capacité de travail. Sa femme, alors on a dit, sa femme a dirigé les États-Unis. Elle n'a rien dirigé du tout. Elle dirigeait, elle le protégeait de visites trop nombreuses. Elle voulait qu'il se ménage, parce qu'il était en convalescence. Mais elle ne prenait aucune décision.
Et Freud, tu t'as parlé tout à l'heure du rapport au père, il insiste beaucoup là-dessus, hein, en tant que freudien évidemment, Freud, d'un père cruel, humiliant, mais aussi déifié par Wilson. Il parle aussi de son homosexualité refoulée. À quel point ces biais explicatifs sont pour toi, parce qu'à la fin tu te permets aussi de contredire un peu Freud sur sa thèse il ne supportait pas les désaccords, et toi tu estimes que c'est les désaccords publics, les humiliations publiques. Qu'est-ce que tu penses de tous ces biais explicatifs dans sa psyché? Alors je pense que c'est pas des biais. Je pense que ce sont des explications, des interprétations qui ont une certaine cohérence et que je ne. Alors, il y a d'abord la relation au père. Oui, le père est comme une sorte d'idole, mais idole un peu effrayante parce que jusqu'à l'âge de 60 ans, 55 ans, il se met à genoux tous les soirs et il prie Wilson. Hein, quand il est président des États-Unis, tous les soirs, pour vérifier, pour dire que si il a fait ce que son père aurait voulu, tout va bien. C'est quand même un peu spécial comme relation au père. Ouais. Bon, donc, il y a ça. Et Freud, qui connaît les humains, il dit, si qu'on est dans cette relation-là, à qui que ce soit d'ailleurs, c'est pas une relation obligatoirement d'amour très sain. Ça veut dire que l'amour officiel cache une sorte de violence jamais exprimée. Et c'est ce qui se passe, c'est qu'en réalité, son père était très autoritaire, ça c'est ce que Freud et Bullitt ont trouvé, et du coup, toute l'agressivité qu'il avait à l'égard de son père ne l'a jamais exprimée, et il l'a exprimée à travers des figures. Il a fait un transfert sur des figures paternelles qui vont devenir l'objet de haine inextinsible, comme Cabot Lodge, ou comme son collègue chargé des gradués de programme à Princeton. Alors, sur l'homosexualité, ça, c'est quelque chose que Freud dit un jour à Bullitt, vous et moi savons que Wilson est un homosexuel passif, mais nous n'oserons pas l'écrire. Et Bullitt dit, mais on pourrait l'écrire subtilement. Et il dit, bah, si c'est subtil, Freud, il dit, si c'est subtil, ça veut dire c'est rien du tout. Et finalement, il l'écrivent une douzaine de fois. Et quand même, on voit bien le traumatisme produit par un désaccord et ensuite par la rupture de l'amitié reflétait une relation beaucoup plus importante qu'une simple relation amicale. Bon. Ça, c'est ce que tu as trouvé dans le manuscrit originel? Oui, c'est ce que je trouve dans le manuscrit originel qui a été coupé dans le manuscrit final. Pourquoi il y a eu autant de passages amputés d'ailleurs? Alors, avant qu'on dise, je réponds à cette question, je voudrais juste dire que moi, ce que j'ai trouvé, c'est le côté humiliant du père. Ça, il l'avait pas vu. Et l'humiliation était publique dans les réunions de famille. C'était des témoignages des cousines de Wilson. Ils n'avaient pas ces informations. Et donc, tout d'un coup, j'ai pu montrer que c'est pas la rupture, parce qu'il y a un de ses anciens chefs de cabinet qu'il aimait énormément. Et d'ailleurs, il ne dort pas la nuit après que lui, il était marié ou en couple avec une des leaders féministes américaines. Il se battait pour le droit de vote des femmes. Wilson ne l'avait pas fait. Il lui dit, puisque vous n'avez pas tenu votre promesse, je démissionne de mes fonctions. Et il avait les fonctions les plus élevées. C'était pas quelqu'un qui était là pour sa carrière. Il démissionne. Il s'appelle Dudley Malone, un avocat. Et Wilson ne dort pas de la nuit. Il le dit à House. Mais il n'a jamais rompu avec lui parce que Malone a gardé privé leur désaccord. Il n'a jamais fait de publicité sur sa démission. Alors que quand son collègue prend la parole dans une réunion de la faculté, devant tous les collègues, et qu'il marque son désaccord, c'est public. C'est devant tout le monde. Et c'est ça que Wilson ne supporte pas, parce qu'en fait, c'est la reproduction de ce qui arrivait dans les réunions de famille. Donc là, c'est là où la psychanalyse est intéressante, c'est que s'il avait fait une psychanalyse, il se serait rappelé ses humiliations, et il aurait compris que dès qu'il y a un truc public, il surréagit, parce qu'il aurait eu envie de cogner son père quand son père l'humiliait, et à ce moment-là, on dépasse la répétition, grâce à la reconstitution des scènes de l'enfance. C'est ce qui lui serait arrivé s'il avait fait une psychanalyse. Bon. Alors moi, ce que j'ai aussi trouvé, c'est que justement l'homosexualité est quand même assez confirmée
Parce que quand il perd son autre ami, son dernier ami qui était House, parce que House a parlé mal de lui publiquement. Bon, ça je le prouve. Bon. Freud et Bullitt disent il le remplace par Clemenceau et Lloyd George. Bon, ça n'allait pas. Il le remplace par le délégué sud-africain à la conférence de la paix, avec qui il se crée une relation. C'est Smuts. Oui, le général Smuts. Avec qui il écrit les statuts de la SDN, à qui il lâche les colonies allemandes pour l'Angleterre, et à qui il va donner des très fortes réparations. C'est lui qui... Et là, il s'effondre, parce qu'il avait dit à Lloyd George, il n'est pas question que je lui donne ces réparations, mais quand Smuts se présente à lui, il ne peut pas lui résister. Mais il sait qu'il a violé presque son éthique. Il ne voulait pas de très fortes réparations sur l'Allemagne. C'était contraire à toutes les promesses qu'il avait faites. Mais il n'a pas pu résister à la demande de Smuts. Et là, il s'effondre, il tombe malade, mais c'est un truc totalement... Il devient paranoïaque. Enfin, c'est très intéressant. Ça, c'était bien avant qu'il ait eu son attaque cérébrale. Bon. Donc, pourquoi Bullitt décide de ne pas publier cela ? Pas parce qu'il est en désaccord avec Freud, il n'aimait pas la pulsion de mort, il n'aimait pas d'autres trucs dans la théorie freudienne. Bon. Non, là, il est d'accord pour dire que c'est un homosexuel passif. Mais il en avait fait une théorisation parce que Wilson, dans la dernière partie de sa vie, s'identifiait non seulement au Christ, mais presque à Dieu le Père. Parce qu'à un moment, dans une réunion, il dit devant Lloyd George et Clemenceau, le Christ a fait du bon travail sur les principes, mais il s'est un peu planté sur la mise en œuvre. Donc je suis là pour corriger tout ça. Freud et Bullitt, et je crois Bullitt lui-même, avaient théorisé la figure du Christ de façon très originale en disant, puisqu'il y a chez Freud la théorie de la bisexualité qui existe chez tout le monde, eux ils disent, le Christ, c'est extraordinaire parce que c'est un fils qui se met dans une situation de totale passivité à l'égard du Père, et cette passivité le transforme en Dieu. Dieu le Fils. Donc c'est la bisexualité, le caractère bi de l'être humain, parfait. La passivité devient suractivité. Alors donc il avait fait une théorie du Christ. Alors, ils étaient très contents de cette théorie. Il dit, face à une religion, seule une autre religion peut l'emporter, et c'est le christianisme. Donc je ne veux en aucun cas faire tort avec mes écrits au christianisme. Et donc il supprime tous ces passages-là, mais il supprime pas le manuscrit que j'ai trouvé. Donc maintenant, on peut le lire tel qu'il était. Il repousse aussi la publication de cet ouvrage en 1932 pour des raisons politiques, puisqu'il revient après une certaine période où il a écrit une pièce de théâtre, William Bullitt. Donc il veut pas compromettre sa carrière politique en publiant à cet instant-là le manuscrit. Absolument, comme il est rappelé, il veut c'est un manuscrit qui quand même met en cause Wilson, qui est démocrate, qui est très respecté par les démocrates, et donc il demande à Freud de reporter la publication, ce que Freud approuve. Et on peut toujours se dire, rétrospectivement, qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient publié ça en 1932, avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir ? Ça aurait été quelque chose d'un très... Et Freud était vivant, il pouvait répondre à des interviews. Il y a une forme d'uchronie dans ton ouvrage avec des sortes de « et si ». Oui. Et si le traité de Versailles avait été signé. Et avait été signé par les Américains. Par les Américains. Voilà. Et si Bullitt et Freud avaient publié en 1932. Voilà. Est-ce que la face du monde s'en serait trouvée changée ? Alors, je pense que si l'Amérique avait été dans le traité de Versailles et avait signé le traité militaire de garantie, la face du monde aurait été changée. Et on peut dire quelque part que Wilson a été le principal facteur de l'émergence du désordre de l'entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quand même pas rien comme responsabilité personnelle. Pour rappel, il y avait 14 points donc dans ce qui prévoyait la paix mondiale, la création de la Société des Nations, etc. Il y avait des réserves que le Sénat républicain voulait mettre, notamment sur alors il y avait un pacte de garantie avec les Français et les Anglais, ça ils étaient ok, mais ils n'étaient pas pour que les États-Unis deviennent les gendarmes du monde. Exactement. Ils voulaient que dans le cadre de la SDN, les États-Unis pouvaient décider d'aller en guerre contre un pays qui ne respecterait pas la charte, mais eux ont dit, dans ces cas-là, si on déclare la guerre, il faudra respecter la Constitution américaine et avoir l'accord du Congrès. Et c'est ça que Wilson a refusé d'accepter comme réserve, qui n'étaient pas des réserves. Il a dit, je suis d'accord, mais je veux pas que ce soit écrit.
Oui, parce qu'il y avait une inimitié très forte avec ce sénateur. Alors il y avait cette inimité, mais moi je vais rajouter une interprétation que j'ai pas mis dans le livre et que je crois est assez forte. C'est que quelque part, Wilson est quelqu'un du Sud vaincu par le Nord républicain, parce que la démocrate était raciste du Sud, c'était le parti des Blancs, hein, les démocrates. La transformation des démocrates en parti des minorités, c'est sous Johnson que ça se produit. Donc c'est le parti des Blancs. Et tout d'un coup, avec sa SDN, où il allait présider comme ça, il se retrouvait le leader du monde blanc, avec son ami Smuts, sud-africain, blanc aussi. Et c'était une sorte de revanche du Sud blanc contre la démocratie, entre guillemets, imposée par le Nord. Et donc il y avait aussi, je crois, cette dimension-là. Le fait qu'il ne voulait pas le voir écrit. Je vais lire un passage que Freud écrit dans le livre. Alors du coup, je ne sais plus si c'est dans le manuscrit original ou sur l'autre version. Il dit « Lorsque, comme Wilson, un homme réalise presque le contraire de ce qu'il désirait accomplir, lorsque sa prétention de délivrer le monde du mal ne réussit qu'à donner une preuve supplémentaire du danger qu'un fanatique fait courir au bien public, il ne faut pas s'étonner que l'observateur éprouve une méfiance qui rend la sympathie impossible. » C'est dans la préface écrite par Freud. Et c'est applicable à beaucoup de dirigeants politiques, tu penses pas? Mais regarde Biden. Il se fait élire pour empêcher Trump d'être président. Il réussit pas mal, première partie de son mandat. Et tout d'un coup, ça vrille. Il décide de se représenter pour un deuxième mandat. Il bloque tout l'appareil démocrate pour les primaires. Il empêche les vraies primaires. Il se retire trop tard. Il amnistie son propre fils. C'est-à-dire que il ouvre à Trump, il a ouvert à Trump, il a rouvert les portes du pouvoir beaucoup plus grandes que ce qu'elles étaient la première fois. C'est quand même étonnant. Par une sorte de narcissisme maladif. De vouloir se représenter. C'était insensé. Alors, voilà. Ce qui est intéressant, et pour ça que c'est très difficile ensuite de faire des interprétations plus précises d'autres dirigeants, c'est que Wilson avait la particularité de se confier à ses proches. De manière psychanalytique. Comme on parle à un psy. Ou à un confesseur. Bon. Et donc on a plein d'informations sur lui. Ce qu'on n'a pas sur les autres. Le rapport de Bolide, d'ailleurs, c'est extrêmement documenté. Voilà, et c'est très documenté. Donc ça, c'est quand on dit Freud, comment a-t-il osé? Sauf que quand il a vu ce que lui rapportait Bolide, il dit avec ça, je peux faire quelque chose. Ben voilà. En tant que penseur un peu structuraliste, souvent on met de côté cette individuation du pouvoir. Et toi, tu n'écartes pas la pensée structurelle, mais tu dis, ayons aussi à l'esprit cette grille de lecture qui peut éclairer pas mal de lanternes. Regarde l'état dans lequel on est avec l'élection américaine. Bon, moi, je sais pas comment t'es, mais moi, ça m'a quand même perturbé, l'élection de Trump. Oui, hein oui. Donc, on dort pas bien, ça a un impact énorme. Quand on dit que ça n'a qu'une importance, bah, ça a une énorme importance. Oui, il y a un nazi à la tête de la première Je veux dire, mondiale. donc on ne peut pas dire que ça n'a pas d'importance. Non, bon, oui. Et alors, on parle des années 30, mais les années 30, on avait Roosevelt à la présidence des États-Unis qui était rassurant pour des démocrates. Et puis après, on a eu Churchill. Bon, là, on n'en a pas. C'est bien plus grave. Là, le monde est dans un sorte de désordre international, et on se dit pas, il y a à tel endroit un dirigeant ou une dirigeante en qui on peut faire confiance. On est quand même amené à se poser la question. À qui pourrait-on faire confiance? Mais est-ce que le problème, il réside pas dans la nature même du pouvoir? Est-ce qu'il faut pas être un peu sociopathe quand même pour se prétendre à des destinées aussi grandes et importantes, et où une telle somme d'intérêt de millions de gens est entreposée entre deux mains, quoi? Alors, c'est ce que pensait Bullitt. Lui, il en arrivait à la conclusion qu'il fallait supprimer le régime présidentiel. Ce qui est très rare pour un Américain. Oui. Et donc, lui, il avait tiré cette conclusion, parce qu'il avait aussi travaillé avec Roosevelt, dont il avait vu le déclin à la fin de ces années de quatrième mandat. C'est très rare pour un Américain d'être contre le régime présidentiel. Et je trouve qu'il a raison. Et que nous souffrons aussi en France. On finit par oublier l'importance des programmes. On se dit, mais est-ce qu'on peut accepter que cette personnalité devienne présidente? Ça personnalise tout de suite. C'est-à-dire qu'on est... Et puis comme il n'y a pas beaucoup de moyens de renvoyer la personne, si on la découvre
qu'elle n'est pas compétente. Donc on va y venir après. Voilà. D'ailleurs, Freud et Boulit estiment que les dictateurs sont faciles à déchiffrer, beaucoup moins les verbeux démocratiquement élus. Donc, ça me permet de faire un parallèle avec notre président Macron, avec lequel toi-même tu dresses un parallèle dans la version poche renommé un fou à la Maison Blanche. Alors on a dit beaucoup de choses un peu sur sa psyché à Macron. On dit qu'il est un pervers narcissique. Je cite la définition qu'en donne le psychanalyste Paul-Claude Racamier. Le mouvement pervers narcissique se définit essentiellement comme une façon organisée de se défendre de toute douleur et contradiction interne et de les expulser pour les faire couver ailleurs, tout en se survalorisant, tout cela aux dépens d'autrui. Est-ce que c'est une définition qui te sied concernant Macron ? Je pense qu'elle est, elle est légitimement discutable. Enfin, je veux dire, à mettre en discussion, toujours avec la précaution que on n'a pas accès à des informations aussi précises que lui. Mais moi, j'ai trouvé, par exemple, que la dissolution qui est intervenue fin juin ressemblait à un acte à la fable, était illustrable par la fable La grenouille et le scorpion. Un scorpion qui est au bord de la rivière et qui dit à la grenouille, est-ce que je peux monter sur ton dos pour traverser? Elle dit, ça va pas, tu vas me piquer. Je vais pas te piquer, parce que je vais mourir si je te pique. On meurt. Ah ok, monte sur mon dos. Et au milieu de la rivière, le scorpion pique. Mais la grenouille dit, pourquoi tu fais ça? Maintenant on va mourir tous les deux. Il dit, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Or moi, j'ai quand même constaté que dans le moment où il a annoncé la dissolution, et les jours qui ont suivi, la jouissance que Macron avait d'avoir dit « j'ai mis le bordel dans la classe politique », il détruisait Attal, les Glucksmann et tout ça, et c'était une sorte de jouissance incroyable. Il l'a dit même, au moment de la dissolution, je leur ai envoyé une grenade découpillée dans les jambes, et j'attends maintenant de voir leur réaction. Et le résultat est ce que la fable dit, c'est-à-dire c'est presque un suicide à la fin. C'est-à-dire qu'il s'est vu dépouillé, notamment par Barnier, qui a exercé vraiment les pouvoirs de Premier ministre sans lui rendre compte. On peut dire ce qu'on veut de son orientation politique, mais sa pratique des institutions était une rupture absolue avec le présidentialisme. C'était la lecture stricte des pouvoirs du Premier ministre dans le cadre de la Constitution originelle. Bon, et qui finalement ne donne pas beaucoup de pouvoir au président de la République. Et le narcissisme, je crois qu'on le constate chaque jour chez Macron comme une sorte d'élément explicatif de beaucoup de ses actes. Toi qui l'as connu assez jeune d'ailleurs, Macron, avant qu'il accède à la fonction de président, dans un entretien à Blast, Marc Joly, que je crois que tu connais bien, a dit que tu avais alerté très tôt sur ce penchant de Macron. J'avais découvert le livre de Racamier, où il évoquait la personnalité des pervers narcissiques, et j'avais photocopié ce passage, et j'avais souffert moi-même dans mon travail de la Sciences Po, de Richard Descoings, dont je pense qu'il était un pervers narcissique, et donc je me protégeais, je suis parti, j'ai suivi les conseils de Racamier. C'est-à-dire, et d'ailleurs j'ai suivi les conseils de Racamier vis-à-vis de Macron. Quand j'ai compris que c'était un pervers narcissique, ou j'ai pensé que ça l'était, j'ai rompu je le connaissais effectivement, et j'ai rompu tout lien, et j'ai quitté Sciences Po, j'ai donné ma démission, parce que c'est ce que dit Racamier, quand vous avez affaire à un pervers narcissique, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de fuir. J'ai essayé d'alerter, voilà. J'ai essayé d'alerter avant 2017 et après. Voilà. D'ailleurs, il y a une autre définition qui pourrait du Macron tout cracher de la part de Freud et Boulit. Nous avons appris qu'un homme certain de sa propre droiture peut engendrer plus de maux qu'un homme moins convaincu d'être parfait, puisqu'il croira juste tout ce qu'il souhaite et pourra mépriser la réalité en se pensant l'élu de Dieu. Je pense qu'on peut retrouver des éléments quand il parle de Dieu. Oui, de transcendance même. Il a fait des références à la transcendance. Disons que la particularité du pervers narcissique, c'est qu'il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas de pensée perverse, parce que c'est la non-pensée. C'est un tuyauterie vide.
qui a besoin de se remplir tous les jours de la pensée d'autrui pour produire de la parole. Mais la parole, quand on parle, toi et moi, on a quand même il y a quand même un rapport entre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Chez Macron, non. Les mots sont utilisés pour séduire, pour détruire, pour gagner, pas parce qu'ils représentent les choses qu'il pense. Et ça, c'est très, très, très particulier et très déstabilisant dans des rapports entre humains. Oui. Et donc, je dis souvent, quand les gens disent Macron a dit quelque chose, mais je dis ça n'a aucune importance, parce que même pour lui, ça n'a aucune importance. Il va dire quelque chose et 5 minutes après, devant quelqu'un d'autre, il va dire l'inverse. Et ça n'a pas d'importance. Justement, tout à l'heure, on l'a brièvement évoqué, mais de ce que prévoit la Constitution pour... alors, il est écrit dans l'article 68 que la destitution peut avoir lieu en cas de manquement du président de la République à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Donc c'est assez vague. Est-ce qu'on en est là, tu penses? Est-ce qu'il est dans une position où il a un manquement manifeste incompatible avec l'exercice de son mandat? Non, pas pour l'instant, parce que quand il avait tellement tardé à nommer un Premier ministre après le retour du Parlement, là, il y avait certains collègues qui avaient dit il y a un manquement. Bon, mais il a nommé Barnier. Pour l'instant, il n'y a pas de manquement. Et après tout, nous sommes dans une république où il y a 2 légitimités populaires, il y a celle du président et celle du Parlement. Or, la dernière, celle qui a eu le dernier soutien populaire, c'est le Parlement. Mais simplement, c'est un Parlement très divisé. Donc, ça laisse au président de la République des marges de manœuvre, c'est exactement le terme qu'il faut employer, et qui lui permettent de ne pas envisager, en tout cas à court terme, de démissionner ou d'être démis. Est-ce que selon toi, on devrait faire passer des tests médicaux, psychiatriques aux élus en fonction et surtout au président? Ce que je trouve, c'est qu'on devrait déjà interviewer des gens qui ont travaillé avec lui ou qui ont... Quand on est recruté, nous, dans n'importe quel job, il y a des entretiens, il y a des tests psychologiques, machin, il y a des graphologiques. N'importe quel job, aujourd'hui, on est plus, je dirais, évalué avant d'avoir un job que le président de la République, qui, finalement, est élu par ses paroles. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et c'est après qu'on découvre le rapport de la parole aux actes. Chez chaque dirigeant politique, le rapport de la parole aux actes est variable. Voilà. Il y a très peu de dirigeants, qui considèrent que leur parole, ça doit se traduire tout de suite dans les actes. Les paroles offrent des perspectives générales. Bon. Mais je dirais, je pense que, en revanche, il y a très très peu de dirigeants dont la parole n'a aucune importance. Pourtant, il y avait quand même un certain nombre de choses sur la table, même avant 2017, sur Macron, qui était certes une construction médiatique, mais sur son passé chez Rothschild, son passé avec Paul Ricoeur. On a dit aussi qu'il avait travaillé avec Étienne Balibar, ce qui était manifestement faux. Donc il y a eu quand même une certaine documentation et qui nous permettait quand même de voir qu'on avait affaire à un personnage... qui dénotait un peu de ce qu'on avait l'habitude de rencontrer dans le personnel politique. Le fait qu'il ait travaillé chez Rothschild n'est pas en soi... Pompidou a aussi travaillé chez Rothschild, il était un président tout à fait... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Pompidou était un président tout à fait... Bon, il était de droite, il avait... On l'a étudié quand même, Macron, c'est ça que je voulais dire. Oui, mais franchement, je ne veux pas mentionner d'autres événements de ça, connus ou possiblement connaissables de son passé, mais... oui, il n'y avait pas la volonté d'approcher certains témoignages, je dirais, troublants ou troublés par son activité professionnelle ou ses activités diverses avant qu'il soit élu. Est-ce que tu l'as envoyé à l'Élysée d'ailleurs, ton livre? Ah non, moi je n'ai pas de contact... Je n'ai aucun contact avec l'Élysée. T'aurais pu l'envoyer. Non, je n'ai pas... Je n'ai pas intéressé qu'il le lise et qu'il peut-être... Je n'ai plus de contact avec Macron depuis maintenant
10 ans. Ok, dernière question peut-être. Quel espoir tu avais en faisant ce livre, justement, de faire avancer un peu cette explication psychologique sur nos leaders est-ce que c'était au-delà de l'Uchronie, dont on a dit qu'elle était très présente, est-ce que tu as envie que on ne se focalise pas en permanence sur des rapports de force et du structuralisme? Alors, il y a eu toute une période dans les années 50, les années 70, où par exemple dans l'association des historiens américains, la dimension psychologique était un sujet d'étude, et puis ça a été abandonné. Mais là, je crois qu'avec le Trump, ça retombe sur la tête des gens de se dire on peut pas nier l'importance de la dimension psychologique. Et peut-être même de la psychologie collective. Enfin, tout ça, c'est dit. Par exemple, Bullitt était en désaccord avec Freud, il considérait que la psychologie ou la psychanalyse s'appliquait aux individus et pas à la masse. C'est assez fondamental de redonner sa place aux individus dans les études de l'évolution des sociétés. Parce que je pense que les personnalités perverses ou toxiques ont un impact. Mais à l'inverse, des personnalités non perverses ou non toxiques ont aussi un impact. Merci pour ce mot de la fin. Voilà. Merci Patrick Weil. Bon, c'est pas mal de choses. Parce que... Ouais, on a fait presque une heure.